que l'on voit sur les petits écrans et celui que l'on ne voit pas. La pratique sportive est multiforme, elle passe moins par les clubs, elle se détourne de la compétition, elle est plus individuelle. De plus, le sport est devenu un vecteur de cohésion sociale. L'éducation, la santé ou encore l'emploi s'appuient de plus en plus sur le sport pour faciliter l'inclusion des populations en précarité. Qu'en est-il à l'échelle des communes ou plus généralement du bloc communal? Les équipements sportifs sont vieillissants, on va le voir. Ils réclament des travaux, coûtent en matière de fonctionnement, de dépenses d'entretien. Comment les maires font-ils face à cette pratique sportive plus insaisissable? La France est-elle réellement une nation sportive à l'heure où les JOP débarquent? Comment faire pour réussir une politique sportive inclusive au sens le plus large? Ce forum est coprésidé par 3 coprésidents. Donc David Lazarus, maire de Chambly, coprésident de la commission sport et JOP de l'AMF, que je salue. Sylvie Misseli-Houdet, maire de Rognac, coprésidente de la commission sport et JOP de l'AMF, et Mohamed Gnabali, maire de l'île Saint-Denis, coprésident lui aussi de cette même commission. Ce forum se déclinera en 2 temps, la construction, la rénovation et l'adaptation des équipements sportifs. Le sport comme levier de réussite pour les politiques publiques. Nous allons donc commencer sur les équipements sportifs. Un chiffre parle de lui-même. Près du tiers des équipements sportifs actuels ont été construits entre 1965 et 1995, sans connaître de réhabilitation depuis. Comment faire pour activer un plan de rattrapage? Les enjeux environnementaux imposent-ils de nouvelles contraintes, sans parler de la nécessaire sobriété énergétique et foncière? Mesdames, madame et messieurs les coprésidents, c'est donc le rituel dans ces forums. C'est un sacré défi de relever tous ces défis dont je viens de parler. Donc je vous donne le micro. Qui veut commencer? Monsieur le coprésident, madame la coprésidente, pour fixer en quelque sorte le cadre de ce forum. Oui, bonjour à toutes et à tous. Les maires adjoints au sport, nous sommes au premier rempart, au premier niveau de... Monsieur Lazare, je vous le dis juste avant que vous partiez, on teste une nouvelle formule de présentation censée être plus dynamique. Donc, en gros, globalement, vous voyez cela, le cercle jaune, c'est le cercle de la lumière, en quelque sorte. Ça ressemble à une arène. Donc, si n'hésitez pas à venir vers moi, de ne pas me laisser seul comme ça dans la lumière, je vous en prie. Donc, non, je soulignais à quel point les maires adjoints au sport, nous sommes le premier rempart de la pratique sportive au quotidien. Et si on parlera tout à l'heure de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire fonctionner le sport, aujourd'hui, la première préoccupation, c'est celle des équipements publics. Et que ça soit à travers l'Agence nationale du sport, à travers nos politiques publiques, c'est le premier défi, avec un double défi, celui de la vétusté, notamment thermique, de nos équipements les plus anciens. 80% de nos équipements dépendent des communes, mais à l'intérieur de ce 80%, on a plus d'un tiers qui sont totalement obsolètes d'un point de vue énergétique. Et l'autre défi, c'est celui de pouvoir amener suffisamment d'équipements structurants dans les zones qui sont soit en ZRR, les zones rurales raréfiées, soit en QPV pour les autres. Et c'est là où il y a un véritable manque d'équipements structurants. De quelle manière, juste je vous retiens, de quelle manière ces équipements sportifs sont appréhendés de plus en plus par la population? On dit que voilà, cette population, elle est de plus en plus changeante dans sa manière comme sur les réseaux sociaux, vous savez, de pratiquer le sport ou autre. Est-ce que pour un maire, c'est compliqué d'avoir un bel outil, mais qui est appréhendé de manière un peu bizarre, finalement? Alors, je ne sais pas si on peut dire bizarre, mais révolutionnaire plutôt. Dans l'histoire du sport français, on s'est toujours appuyé sur la cellule de base qui est le club sportif. Mais aujourd'hui, les Français ne consomment plus le sport en passant par le guichet unique qu'était le club. Et donc, nous devons répondre à la fois aux clubs sportifs, à la fois à ceux qui font du sport fédéré, à la fois à ceux qui veulent faire du sport non fédéré libre, et puis il y a toutes ces nouvelles pratiques d'accès libre ou bien d'accès privé. Donc il y a un sport privé, il y a un sport libre, et il y a un sport fédéré, et tout ça, c'est une nouvelle façon pour nous de devoir y répondre. Monsieur Lazarus, vous savez, tout le congrès
des maires nous regardent sur ce premier test, sur ce forum. Est-ce que vous acceptez l'idée, par exemple, qu'on fasse un trio comme ça, coprésidentiel, en quelque sorte, pour lancer ce forum, avec Mme Misseli Oudé qui nous rejoint, M. Gnabali, puisque vous êtes donc coprésident. Comme ça, on reste comme ça. Voilà, donc on est tous les trois, tous les quatre au milieu. Mme Misseli Oudé, sur ces mêmes questions, l'importance des équipements sportifs, l'appréhension par un public. Alors, bonjour. Pour compléter David, au-delà des investissements, il y a aussi l'utilisation de nos structures. La difficulté pour tous les confrères, c'est qu'avec les nouvelles disciplines, ça nécessite aussi des nouveaux créneaux. Donc à chaque rentrée aussi, c'est comment fait-on avec nos structures existantes, à la fois que tout le monde puisse avoir ces créneaux pour exercer leur discipline, les nouvelles disciplines. Donc c'est à prendre aussi en compte dans la rénovation des fois, qu'on a besoin d'extension. Pas simplement, j'allais dire, de faire des édifices sportifs. Et après, il y a certains clubs, et on le voit, à partir du moment où on a de la performance, j'allais dire, selon les championnats, c'est d'autres, j'allais dire, critères techniques, on le voit sur la discipline, comme le tir ou autre, qui demandent des infrastructures adaptées aussi pour soutenir le sport, j'allais dire, de performance. Voilà. Je compléterai aussi sur le fonctionnement et le coût pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Qui a explosé de fait avec l'augmentation des flux entre. Voilà, les communes, nous sommes à budget contraint. Donc même quand on fait un plan pluriel d'investissement, il faut aussi qu'on prenne en compte que ce qu'on construit, on est en capacité de le faire fonctionner, de l'entretenir, et ça sur de long terme et au quotidien. Et la réactivité aussi dans nos services pour faire l'entretien du quotidien. Ce qui est indispensable aussi quand on ouvre un service public. Donc là aussi, c'est compliqué pour nous tous, je pense, voilà, de développer tout en maintenant son patrimoine sportif et ses bâtiments en l'état. Voilà. C'est une lapalissade, Mohamed Gnabali, pour avoir une politique sportive, il faut avoir des équipements sportifs. Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour compléter les propos de mes chers collègues, moi je pense que la première chose qu'il faut qu'on se dise collectivement, c'est on porte un service public du sport. Un service public du sport, ça veut dire quelque chose de bien précis. Notre engagement auprès de nos populations, c'est comment développer la pratique sportive pour toutes et tous. Et je considère que cette position-là nous permet de construire notre politique publique et de réfléchir plus précisément sur quels sont les enjeux autour des équipements publics et autour de son fonctionnement. Exemple, pour moi, l'un des premiers sujets, c'est nos équipements publics pour qui ? Je pense que nos équipements publics sont avant tout pour nos enfants parce qu'on développe pas mal d'activités sportives dans le milieu scolaire et dans le milieu extrascolaire. Ensuite, nos équipements pour les clubs. Ensuite, nos équipements plus largement. Aujourd'hui, pour moi, nos politiques publiques sportives, elles sont en train de se développer et sortir de nos équipements sportifs. C'est ce que tu disais, cher David, c'est la volonté de construire des équipements, la volonté de construire une politique publique qui s'appuie sur des équipements publics, mais qui se développe dans nos QPV, je parle pour moi en Seine-Saint-Denis, qui se développe sur nos espaces publics et nos espaces verts, je parle de tout ce qui est sport à l'extérieur. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est comment on arrive à mailler nos territoires pour développer le sport. Et je pense qu'il y a deux choses qu'il faut rajouter aux propos que vous avez tenus. On a un autre enjeu. On nous demande de rénover nos équipements publics dans le cas de la crise climatique, mais il y a aussi les rendre accessibles à toutes et à tous, et notamment aux personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, on a un enjeu non seulement d'accélération, de rénovation, modernisation et transformation des équipements publics pour pouvoir accueillir le plus grand nombre, et ça coûte des sous. Voilà. Et on construit, on réfléchit à des modèles économiques qu'il faut innover et inventer. Et je salue le travail qui est fait avec l'Agence nationale du sport sur ce sujet-là. Frédéric Sanor est là, il répondra. Je recueille encore un petit peu le ressenti, si ça ne vous ennuie pas, cher coprésident. La France est-elle une nation sportive, Mohamed Gnabali? Est-ce que vous avez ce sentiment? Question difficile, c'est vrai. Allez. Donc allez, on va tous se mettre à faire un peu de... Je vais partir de mon point de vue, je dirais que oui, puisque moi je ne fais pas beaucoup de sport. Voilà, ce sera comme ça Churchill, ma réponse. C'est ça, ouais. Voilà. En tout cas, ce que je pense, c'est que la France a, à travers ses institutions publiques,
une culture volontariste sur le développement du sport. Ensuite, si on le compare d'un pays à un autre, je dirais qu'on se place plutôt au milieu du classement, voilà, okay. Pour être politiquement correct. Je pense qu'il ne faut pas poser le sujet comme ceci. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du service public du sport. Aujourd'hui, nos préoccupations, c'est comment on relie le sport et la culture, le sport et la santé, le sport et l'éducation, les sports et les seniors. Et je pense que l'objectif d'aujourd'hui, c'est l'ambition sportive française. Et l'ambition des maires, c'est comment construire des politiques publiques sportives transversales qui transcendent nos autres politiques publiques et qui les appuient et les consolident. Entrant dans le concret, David Lazari, sur cette question, le fameux plan, on va en parler avec M. Sanor tout à l'heure, de 5000 équipements sportifs qui a été renouvelé, qui a été précisé, qui est fléché un peu plus vers les cours d'école, d'après ce que j'allais comprendre. Mais entre autres, voilà. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce que l'État, à qui on demande beaucoup de faire beaucoup d'efforts, doit aller un peu plus loin dans sa politique sportive? Le plan 5000 équipements tel qu'il a été mis en place ces dernières années a répondu vraiment à un besoin, une attente forte des élus locaux. Il suffit de voir l'enthousiasme, le nombre de dossiers qui ont été déposés et on s'est très, très vite rendu compte que ça n'était pas suffisant. Et donc l'annonce d'un nouveau plan de 5000 équipements qui se poursuit à partir de cette année olympique est une très bonne nouvelle. Mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce sont ces petits équipements du quotidien et ça ne répond pas à la problématique un peu plus structurelle de tout ce qui est thermique, de tout ce qui est la vétusté de nos équipements. Et surtout, on dit qu'on doit s'appuyer sur les écoles. Mais moi, je constate, est-ce qu'on est un pays sportif? Non. On est un pays qui aime le sport. C'est pas la même chose. Donc on aime le sport, on ne le pratique pas souvent. Et dans nos écoles, on le pratique très très peu, comparé aux anglo-saxons ou aux pays du sud de la Méditerranée. Là-bas, pratiquement tous les après-midi, il y a du sport et tous les élèves peuvent faire du sport. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas assez d'équipements sportifs, mais surtout, on a très peu de créneaux ouverts puisque les après-midi sont scolarisés. Donc la proposition, finalement, de s'appuyer sur ce maillage des établissements scolaires vous paraît difficile à mettre en œuvre? Oui, c'est toujours compliqué, mais c'est parce que... Alors, en France, on aime les grands mots, donc on ne fait pas du sport, on fait de l'éducation physique et sportive, et on a des gens extrêmement diplômés et qui réfléchissent beaucoup à ça. Mais à un moment donné, l'enfant, le jeune, a besoin aussi de pouvoir trouver un juste équilibre. Et donc, dans l'école, on lui apprend les fondamentaux, mais il a besoin de pouvoir bien fonctionner avec les clubs sportifs. D'ailleurs, là où ça marche bien, c'est lorsque les enseignants du sport font leur sport et qu'à côté, un club vient reprendre et fait un rebond sur ce sport. Il faut valoriser aussi un peu l'image du sport, parce que globalement, bon, si on ne fait pas du sport, c'est pas bien grave. Regardez, M. Nabali ne fait pas de sport, mais voilà. Voilà, donc, ça sort du cœur, quand même. Donc, ouais. Enfin, le sport, là-dessus, on a le sport plaisir, on a le sport santé. Le sport santé est déterminant. C'est un des grands combats, notamment, qui a été porté par l'ANDES. Celui du sport santé est un de nos grands défis parce que c'est bien la pratique sportive et physique que l'on doit mettre en avant et pas simplement le sport encadré. Lorsque ma femme va faire du running, elle fait du sport bien qu'elle ne soit licenciée nulle part. Mais lorsque nous avons nos EHPAD sur lesquels on fait du travail là-dessus avec moi, par exemple, dans mon EHPAD, on fait du badminton fauteuil, qui permet aux gens âgés, c'est assez simple à faire, de pouvoir développer un peu leur motricité. Eh bien, c'est tout ça qui sont aussi nos enjeux pour demain. Est-ce que vous arrivez de chausser les baskets pour les faire du running, Madame la maire de Rognac? Alors, j'avoue que, comme toutes les femmes, j'en souhaiterais, mais que la posture de mère dans l'actualité actuellement ne me permet pas. Mais je cours déjà partout. C'est déjà bien, comme toutes les femmes mères. C'est vrai que c'était un métier très... une fonction très sportive. En tout cas. Mais, alors, je rejoins en synthèse. Les SAMU d'équipement. Voilà, je rejoins en synthèse pour compléter. Il faudrait qu'on ait surtout l'ambition qu'il y ait une véritable culture sportive. Et je rejoins tout à fait de dire que pour avoir une bonne politique sportive dans les communes, c'est qu'il y ait du sport pour tous, pour tous les publics, que tout le monde puisse avoir accès à une pratique, ou ne serait-ce que le pratiquer aussi dans son quotidien. Il faut le mettre dans le comportement. Comportons-nous de manière sportive à tout moment.
même quand on est effectivement sur son lieu de travail, privilégions les escaliers plutôt qu'un ascenseur. C'est toute une philosophie que dans certains autres pays, c'est déjà bien instauré. Donc c'est vrai qu'il faut du sport à tout moment dès qu'on peut pour qu'il y ait l'idéal, ce serait d'avoir la philosophie du sport dans sa tête. Voilà, soyons sportifs à tout moment, avec bien évidemment les moyens que nous possédons. Ce qui ne lève pas, on revient toujours au volet financier pour nous, c'est-à-dire un investissement, il peut être moral, mais si derrière il n'y a pas des actes sur un vrai investissement, j'allais dire, dans nos structures, et évidemment, et les écoles soient un peu plus facilitateurs, qu'on puisse l'intégrer justement au niveau des professionnels qui ont l'autorisation d'exercer pendant les heures de l'éducation nationale, même si on a assoupli les diplômes et les critères demandés, c'était compliqué de faire des conventions avec des clubs parce que leur éducateur n'était pas conforme pour accompagner effectivement les enseignants, ce qui a été un frein qui au fur et à mesure est très bien travaillé aujourd'hui avec l'ANS pour cet assouplissement d'agréments et de cartes professionnelles, ce qu'on appelait par le passé, pour pouvoir exercer pendant le temps de l'éducation nationale. On fait un dernier plan comme ça latéral avec les coprésidents sur les JO. Ça arrive, ça y est, hein, on le sent bien. Ça a une influence, Mme le maire, dans la manière d'organiser cette année-là, voire post-année. Est-ce que c'est le moment de passer un certain nombre de messages à la population, d'équiper, d'en faire un peu plus pour vous? Je pense que pour nous tous, c'est porter les couleurs au-delà de notre territoire national, c'est les accueillir, c'est cette possibilité de mettre en lumière la France, c'est la possibilité pour chacun dans son département, sa région, pour une fois de mutualiser le projet sportif autour des JO. Donc ça fédère toutes les strates, communes, départements, régions, métropoles ou autres. Les JO, c'est aussi le symbole, c'est la performance, c'est le résultat, c'est cette valeur-là, valeur pour tous nos sportifs d'y travailler, de se préparer, d'être sûrement dans la souffrance d'un entraînement, et ils attendront bien évidemment le podium. Et c'est quand même des valeurs dont toutes les générations ont besoin, notamment la nouvelle génération, de savoir que c'est des années de travail pour arriver à... Voilà, c'est de la souffrance positive. Le sport porte aussi ce symbole-là. Et puis les JO, c'est vecteur pour nous tous, j'allais dire, d'être un fleuron national qui ne se languit pas l'ouverture pour voir les couleurs bleu, blanc, rouge. Je veux dire, qui ne se languit pas? Bien sûr. Non, mais au-delà de ça, en termes d'investissement, c'est une année comme une autre pour vous, dans les équipements, dans le machin. Est-ce que le budget sport, chez vous, quand vous allez le voter, ou à la métropole ou autre, aura un effet Ah non, au niveau des budgets, c'est ce que je disais. On sait que c'est des structures, c'est des gros investissements. Nous, on est déjà dans l'après-JO, parce qu'il y avait une véritable volonté de l'État de dire que ces investissements, quand les JO seront passés, il faut qu'elles soient mis et restituées justement au sport pour tous, et que les communes de cet investissement où tout le monde aura mis puissent revenir, j'allais dire, dans le quotidien, dans les communes, dans les intercommunalités, pour éviter ce qu'on appelait avant, on appelait ça les éléphants voilà, blancs, je vois Frédéric qui m'aide là-dessus, où oui. Ne faisons pas l'erreur d'investir des millions dans de l'argent public, ils doivent vivre au-delà des JO après, pour, j'allais dire, l'ensemble des clubs et des maires et des présidents. C'est déjà plus ou moins fléché, bien entendu, oui. Plus ou moins organisé. Très bien travaillé. On n'a pas commis voilà, salue les mêmes erreurs. Monsieur Lazarus, de votre côté, est-ce qu'en tant que maire, il y a un investissement particulier à Chambly déjà pour commencer, et est-ce qu'effectivement, sur l'après, vous êtes déjà ou inquiet ou optimiste sur la manière de capitaliser sur un événement, et peu importe finalement le nombre de médailles de l'équipe de France, globalement. Ça peut pour même on espère, mais c'est pas l'essentiel, c'est d'y participer en quelque sorte. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une chance extraordinaire, unique dans une vie. Hein. On ne le reverra pas deux fois, c'est exceptionnel. Tout ce qui est là-dessus pour préparer les Jeux en amont, c'est notamment les centres de préparation des Jeux. Ce sont des crédits que l'Agence nationale du sport a pu donner.
et que les régions, départements aussi accompagné. Donc moi, à Chambly, j'ai inauguré 2 équipements sportifs en 2023 qui vont servir à la préparation des Jeux. Donc ça, ça fait partie de l'héritage. L'autre pratique, c'est que j'avais déjà mis le sport dans mes politiques publiques plutôt au centre. Mais l'année 2024 sera très marquée par le sport, c'est-à-dire que chaque service de la ville de Chambly doit décliner une action dans le cadre du sport. Par exemple, le thème annuel de la crèche sera autour de l'activité physique et sportive. Ça va être sur les accueils de loisirs, ça va être nos aînés. Nos aînés ont fait une semaine bleue qui était autour du sport. Donc voilà, je demande à toute la population de s'y incarner, mais nous, on parle de Jeux Olympiques depuis 7-8 ans à Chambly, donc ils sont assez sensibilisés à la pratique. On termine ce tour coprésidentiel avec vous, M. Gnabali. Quelle est l'attente d'un maire d'une ville à Saint-Denis de 9000 habitants sur ces Jeux-là? Quel sera votre petit bonheur personnel le lendemain de la cérémonie de fermeture? Alors déjà, c'est à l'île Saint-Denis, c'est pas à Saint-Denis. L'île a toute son importance, c'est-à-dire à Saint-Denis, mais c'est pas grave, je te pardonne. Nous, ce qu'on a fait, et je pense que c'est important de le dire, ça fait 8 ans, tu l'as dit David, qu'on travaille sur les Jeux Olympiques, et à l'île Saint-Denis, petite ville de moins de 9000 habitants, très paupérisée, 60% de logements sociaux, 75% de ma population qui y vit. Je me suis servi des Jeux comme outil d'accélérateur et de bonification de notre projet de ville. J'ai un nouveau pont pour une île, c'est juste dingue. Enfouissement des lignes à haute tension, aménagement de mes berges de Seine, création de nouveaux parcs, création de nouveaux équipements. Ça, c'est l'héritage matériel lié au fait qu'on a une partie du village des athlètes sur l'île Saint-Denis. Ensuite, on rénove l'ensemble de nos équipements sportifs où on accueille un site d'entraînement de gymnastique et de l'athlétisme au sud. Au centre-ville, avec l'ANS, on accueille l'équipe de France de basket féminine et l'équipe de France d'handball masculine et féminine. Et au nord, j'accueille les 54 pays africains et leurs athlètes, plus Dakar 2026. Et c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est que je me suis servi des Jeux pour irriguer toutes mes politiques publiques. Je suis allé voir mes bailleurs qui logent 75% de ma population en leur disant je vais avoir le village olympique tout beau, tout neuf, hors de question que mes cités restent comme ça. Et donc on a lancé un plan de rénovation de l'ensemble des cités. À horizon 2030, j'irai rénover 100% de mes logements sociaux. Et je dis aux gens, c'est grâce à l'impulsion des Jeux. C'est pas une greffe, quoi. C'est pas un truc qu'on non, comme ça. C'est pas un truc. C'est un truc qui irrigue. Ouais. Pareil, je m'en suis servi pour impulser le développement des mobilités douces, des pistes cyclables et tout. Et la crème de la crème, la petite cerise sur le gâteau, c'est que l'île Saint-Denis a obtenu 7000 places. J'envoie tous les habitants de l'île voir une épreuve des Jeux en Île-de-France. Et pour moi, c'était un message ultra fort en se disant on ne peut pas avoir vécu 7 ans de travaux, vivre cette réalité-là, et pas être au milieu de tout ça. Sans une récompense. Voilà. Et donc voilà. Allez voir, voilà, très bien. Bon, merci pour... voilà, on peut applaudir nos 3 coprésidents. Je vais le garder là, etc. Et tout. Et donc vous avez compris maintenant, hein, Frédéric Sanor, comment ça se passe. Il faut venir dans le cercle aztèque de la lumière pour venir nous parler un petit peu. Donc je vous présente Frédéric Sanor, directeur général de l'Agence nationale du sport, qui nous fait le plaisir d'être ici, qui a une matinée chargée parce qu'après il y a donc l'annonce de la grande cause nationale qui sera consacrée très étonnamment au sport, donc en 2024. Vous nous en direz un petit mot. Est-ce que vous pouvez tout simplement, parce que vous savez, les maires sont là et tout, on pense qu'ils sont spécialistes du ZAN, qu'ils sont spécialistes de tous les domaines publics ou autres, mais juste leur préciser ce qu'est effectivement l'Agence nationale du sport. Oui, merci beaucoup déjà pour cette invitation à l'Association des maires de France. C'est intéressant vraiment de commencer cette semaine avec ces échanges parce que
On parle du sport, on parle de politique sportive locale, on parle de proximité, on parle de service à la population. Et ça, c'est vraiment des éléments très importants. Et c'est un peu sur ces fondamentaux-là qu'a été construite l'Agence nationale du sport, avec cette volonté d'associer dans une gouvernance partagée le monde des collectivités territoriales, avec l'ensemble des strates de collectivités, dont l'AMF, bien sûr, est membre fondateur de l'agence. Également, le Collège de l'État, bien sûr, est représenté principalement par le ministère des Sports, mais de manière plus globale. Le collège également du mouvement sportif, qu'il soit olympique ou paralympique, avec les fédérations derrière. Et puis le collège économique, puisque ça a été dit aussi tout à l'heure, le sport se développe bien sûr de manière fédérale autour de nos clubs, et puis il se développe autour des aspirations sportives des Françaises et des Français, et donc de manière un peu diversifiée, plus digitale parfois, libre, autonome. Et donc on doit aussi réfléchir une politique sportive nationale qui intègre toutes ces composantes. Donc une gouvernance partagée, et puis deux prérogatives principales qui embrassent assez largement finalement le secteur sportif, le développement du sport pour toutes et tous sur tous les territoires. Ça résume assez bien effectivement l'enjeu qui a été posé sur ces premiers échanges, bien sûr sur l'ensemble du territoire national, hexagonal, ultramarin également, pour tous les publics, et ça a été évoqué aussi bien dans une logique éducative que de sport santé, autour des notions territoriales que, bien sûr, les maires connaissent parfaitement, sur l'aménagement du territoire et j'en passe, l'attractivité, le développement économique. Et puis, c'est également la haute performance, avec cette volonté, effectivement, d'accompagner nos sportifs de haut niveau, qui ont une vie exceptionnelle, qui sont des personnes d'exception. On a 18 000 sportifs de haut niveau listés en France, 18 000 sur 67 millions d'habitants. C'est une très petite partie de la population, et donc on doit pouvoir les accompagner pour vibrer avec eux et les accompagner déjà à réaliser leurs rêves, et puis plus globalement à nous rendre tous fiers et à rendre fiers la nation. Donc une focale très forte sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Question bac philo, hein, la même que tout à l'heure. France, nation sportive, de l'endroit où vous êtes, est-ce que vous dites chaque jour, effectivement, ce sentiment augmente que la France est une nation de sportifs ou une nation sportive ou qui aime le sport? Comment vous la définiriez finalement? Alors, de l'endroit où je suis, c'est pas simple parce que de nombreuses heures par semaine, moi je fais que ça. Alors pas forcément de la pratique sportive, mais je parle de sport, j'ai cette chance-là. Moi je rejoins beaucoup de ce qui a été dit. Je pense que le sport c'est un élément de culture et ça se cultive. Ça se cultive par tout le monde, effectivement par les autorités locales et donc les maires en première ligne, mais aussi par l'éducation nationale, principalement bien sûr dans le cercle familial, par les parents, par les frères, les sœurs, les amis. Et donc voilà, il y a déjà cet élément-là qui fait que le sport, si on veut faire de la France une nation encore plus sportive, eh bien, il faut avoir cette notion de volontarisme pour placer le sport encore plus au cœur de nos quotidiens, de nos vies, de nos moyens de mobilité, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Après, je pense qu'effectivement, on a aujourd'hui, on fait du sport, on voit du sport, on vibre le sport au quotidien. Donc ça, c'est pas tant le débat, le sport est accessible. Maintenant, on a cet enjeu de effectivement faire en sorte que le sport soit encore plus présent à l'école, parce que on le sait, l'école permet de rencontrer l'ensemble Comment vous des réagissez jeunes. aux propos à la réserve, on va dire, même affirmé de M. Lazarus, le maire de Chambly? Mais moi, je partage ces propos-là. On a encore énormément à faire pour faire plus de sport et mieux de sport dans l'école. C'est pour ça qu'effectivement, le gouvernement a impulsé les 30 minutes d'activité physique et sportive quotidienne. C'est pour ça qu'autour de la grande cause nationale, eh bien, on en remet une couche tout au long de l'année 2024 pour que les Jeux Olympiques et Paralympiques ne soient pas juste un événement ponctuel qu'on pose là, mais que ce soit voilà, un souffle nouveau qui nous permettent de faire encore plus de sport. Et ça va dans les formations de nos instituteurs, de nos institutrices, de nos professeurs, et puis derrière dans la vie du quotidien, donc à travers les directions d'établissement, à travers les directions de l'éducation dans les collectivités, parce que le service des sports dans une collectivité, lui, il va être convaincu qu'il faut faire du sport. Mais il faut aller voir les autres, il faut aller voir la santé, l'éducation, les finances, et j'en passe, pour que le sport ait une encore plus grande place. Alors le spectre de votre intervention est très
très large hein, finalement à l'agence. Hein, donc on vous interpelle un peu sur tous les domaines. Il ne vous a pas échappé bien entendu que le ciel nous tombait de plus en plus sur la tête. Il y a certains maires d'ailleurs qui arrivent pratiquement avec des bottes ici tant la situation est compliquée sur leur territoire. Le réchauffement climatique, ça veut dire qu'on arrive sur des équipements qui sont obsolètes pour un tiers, d'après vous là. Je ne sais pas quel type de chiffres vous avez, de quantification de tout ça. Donc il y a des travaux à faire. Il y a des adaptations effectivement à ce défi de la transition écologique. Vaste chantier. Est-ce qu'il y a quelques pistes du côté de l'agence? Ou plusieurs même. Alors effectivement, c'est un chantier qui est énorme parce que c'est près de 40% des équipements qui ont plus de 40 ans. Donc effectivement, il y a un chantier très important devant nous. Alors je pense qu'il faut être très concret et rationnel sur ce sujet. 40% des équipements, ça fait plus de 100 000 équipements sportifs en France qu'il faudrait rénover. 100 000 équipements sportifs, quand on met une rénovation à 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros, on peut vite faire le calcul et on parlerait en dizaines de milliards d'euros. Aujourd'hui, on n'en est pas là, en tout cas sur la capacité de l'agence et de l'État plus globalement à soutenir en one shot une année l'ensemble de cette ambition-là. Par contre, il faut qu'on continue à être de plus en plus présent aux côtés des collectivités locales. Parce que c'est principalement là que l'investissement il se fait. L'État il vient en cofinancement, parfois aux côtés des régions, des départements, des métropoles, des agglos, mais surtout aux côtés des collectivités locales. Donc on est finalement assez humble sur notre capacité d'accompagnement, parce que même si notre budget a été multiplié par 5 en investissement depuis 4 ans, il n'empêche que les besoins sont colossaux. Donc on essaye de faire toujours mieux, toujours plus. C'est pour ça que depuis la création de l'Agence nationale du sport, on est passé d'un budget de 280 millions d'euros à 494, celui qui sera proposé dans quelques jours au vote de nos administrateurs. Donc c'est presque un x2. Voilà, vous gérez tous des budgets, ce serait assez exceptionnel qu'on ait tous un x2 dans nos budgets. Pour le sport, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que concrètement, le gouvernement a pris le sujet à bras-le-corps pour prendre des réels arbitrages. Après, est-ce que ça veut dire que ça suffit ? Non, il faut qu'on aille toujours plus loin et qu'on cible encore mieux les besoins. Et vous rappelez, on en profite, rappeler la philosophie du plan 5000 équipements, qui n'était pas bien sûr pour traiter toutes les questions par magie, mais donc voilà. Voilà quelle était cette philosophie. On a beaucoup parlé d'une logique un peu de city park, de proposer comme ça un peu à l'extérieur, mais il n'y a pas que ça. Là, on va un peu plus vers les cours d'école. Dites-nous un petit peu comment vous réfléchissez à tout ça. Oui, alors déjà sur le premier plan, c'était un plan à 200 millions d'euros sur 3 ans initialement, qu'on a fait en 2 ans, tellement l'engouement a été important. Alors le premier des postulats, ça revient un peu à ce que je disais juste avant. Est-ce qu'on va réussir dans les 2 ans avant les JO et pour donner une impulsion sport encore plus forte à rénover 100 000 équipements structurants? Non. Honnêtement, on aurait mis tous les efforts qu'on aurait voulu, on n'y serait pas parvenu. Par contre, on avait cette volonté de densifier l'accès à des équipements sportifs pour tous les publics, et notamment aussi en accès libre. On parlait tout à l'heure de pratiques libres, connectées, autonomes et fédérées. Ces équipements de proximité peuvent y répondre en partie. Et aussi de diversifier les types d'équipements. Parce qu'on a des territoires où effectivement on a 1 ou 2 types d'équipements et donc derrière ça oriente un peu les types de disciplines sportives qu'on peut faire. Et donc là aujourd'hui sur la fin du premier plan 5000 terrains de sport, c'est 5507 équipements qu'on a cofinancés pour un cofinancement moyen de 55% de cofinancement. Et là quand on parle d'effet levier, on le voit bien, c'est très important, c'est plus de 3000 collectivités territoriales qui ont bénéficié de ce premier plan pour 80 types d'équipements différents. Donc c'est des skateparks, c'est des terrains de basket 3x3, c'est des pistes de pump track, c'est des équipements de fitness, des parcours de sport santé et des city-stades, parce que c'est une demande des maires, une demande des territoires. Donc voilà, il faut diversifier, mais c'est aussi une réponse à un besoin. Et je pense qu'il y a beaucoup de territoires où on a vu que c'était parfois un des seuls équipements qu'il y avait sur le territoire et qui apportait une réponse peut-être pour aller en construire un autre sur le prochain mandat ou sur une ambition plus forte pour plus tard. Vous vouliez... Oui, peut-être. Non. Madame Missile-Goudé évoquait tout à l'heure la question des éléphants blancs, c'est ça? Donc, c'est-à-dire ces bâtiments qu'on a construits pour de grands événements et qui sont restés vides et sans inusité, enfin, ou transformés d'une autre manière. C'est une manière donc de parler des Jeux Olympiques.
de la volonté. On a vu donc le maire de Lille, Saint-Denis, en parler, de tous les maires ici présents qui ont des idées pour dynamiser un peu le lien social, pour en faire plus, etc. C'est une question idiote, j'ai droit à 2-3 questions idiotes dans un forum, donc je vais prononcer la première. Est-ce que d'une certaine manière, cette implication des maires, cet investissement, il sera récompensé ? Il sera forcément récompensé parce que c'est une politique publique, c'est un service public. Donc en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de réponse à la population, c'est forcément une réponse. Les jeux, c'est une opportunité d'accélérer et effectivement de transformer encore un peu plus la ville dans une notion sportive. On sait bien qu'il y a plein d'arbitrages à faire, prioritaires, tous plus prioritaires les uns que les autres dans vos collectivités. L'enjeu pour nous, et je pense que pour beaucoup d'adjoints au sport notamment, c'est de faire en sorte que le sport reste une des priorités au milieu de nombreux autres. Donc il y a cet enjeu très fort. Après, de manière générale, il y a effectivement plein d'enjeux derrière, c'est-à-dire que au-delà des équipements, il y a nos associations sportives, il y a ce qu'elles véhiculent en termes de valeurs, en termes de citoyenneté, en termes de création d'emplois aussi sur un territoire, parce que ça peut être un bassin d'emploi que de professionnaliser ces associations. Et puis c'est aussi des connexions à faire et qu'il faut encore démultiplier avec le monde de l'enseignement, mais avec aussi le monde des entreprises et j'en passe d'autres acteurs territoriaux importants. Peut-être juste un mot sur le prochain plan 5000. On va beaucoup en parler sur le stand de l'Agence nationale du sport qu'on a au pavillon 6. C'est effectivement 5000 nouveaux équipements, 1500 cours d'école, 3000 équipements de proximité dans la poursuite du premier plan, et puis la moitié de ce plan, donc 150 millions d'euros sur les 300 millions d'euros, qui sont tournés pour des équipements structurants. Donc là, il y a un enjeu effectivement d'être beaucoup plus présent aux côtés des collectivités, principalement sur les équipements structurants. Grande cause nationale, donc en 2024, le sport. Frédéric Sanor, vous allez rejoindre vraiment One Out, bien sûr. Madame la ministre qui va présenter. Est-ce qu'on peut teaser, vous pouvez me dire, il y a en plus 2-3 choses qui sont quand même sorties entre-temps. Ça veut dire quoi, au-delà de l'incantation, une grande cause nationale pour quelqu'un qui regarde des matchs de foot en mangeant des chips le dimanche soir? Alors, comment il est saisi par ça? Déjà, c'est effectivement ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'on parle de nation sportive, on parle de faire de la France une nation plus sportive, on parle des Jeux, de leur héritage. Et donc pour ça, il faut effectivement qu'on démontre les choses très concrètement. C'est ce que, bien sûr, les maires font au quotidien dans leur politique sportive. C'est ce qu'on fait au niveau du ministère des Sports et de l'Agence nationale du sport sur, j'en parlais juste avant, les moyens financiers qu'on déploie, sur aussi les ambitions de résultats sportifs qui sont portés. Puis c'est aussi le message qu'on porte, cette volonté de mettre le sport au cœur de nos arbitrages, au cœur de nos actions, de nos orientations. Et c'est la promotion de la pratique sportive. Parce que finalement, on vit le sport, on voit le sport, mais on est tous un peu convaincus, quand on est des engagés du sport, que le sport a peut-être pas la place qu'il mérite encore aujourd'hui dans la société, alors qu'il crée de l'emploi, il véhicule des valeurs républicaines, il crée de la citoyenneté, il développe le tissu associatif, il contribue à l'éducation, etc., etc. Et pour autant, chaque année, effectivement, on doit se battre pour avoir des moyens, pour porter, comme je le disais tout à l'heure, des dossiers ambitieux. Donc c'est aussi ça la grande cause, c'est en parler encore et réussir à appuyer avec des moyens complémentaires pour promouvoir le sport, ce qu'on fait finalement pas toujours, parce qu'on est plus des faiseurs que des parleurs. Et là, l'idée, c'est de faire les deux, c'est de promouvoir aussi. Peut-être que dans une société aussi très injonctive, comme vous le savez, le fait de faire du sport pour un certain nombre de personnes est difficile, parce qu'elles ont des difficultés, parce qu'elles sont en surpoids, parce qu'elles n'ont pas envie de se montrer, tout simplement, ou autre. Enfin, c'est un paramètre à prendre en compte, parce qu'avoir une belle politique sanitaire quelque part, why not? Mais après, il faut y aller quand même. Hein. Il faut vraiment y aller. Hein. C'est pour ça qu'il y a toutes les formes de sport qui existent. On peut marcher, on peut courir le 100 mètres en 9 secondes 7, mais on peut aussi faire du sport à son rythme, avec une logique de progression,
pour certains une logique compétitive, mais aussi pour jouer, pour s'amuser. Et je pense que c'est aussi ça qu'on va essayer de véhiculer tout au long de l'année 2024. Le sport, c'est avant tout un jeu. On joue au foot, on joue au basket. Et ça, c'est vraiment important qu'on repositionne ce sujet-là. Et ça rejoint notre sujet éducatif de l'école. Et voilà, souvent, effectivement, alors le sport peut être une contrainte pour certains de nos enfants, mais souvent, c'est quand même un moment d'oxygène et agréable. Merci, Monsieur Sanor, pour cette première intervention. On vous retrouve sans doute un peu plus tard, si vous me faites le plaisir de rester avec nous. David Lazarius, c'est quoi une politique sportive, finalement, dans une ville comme la vôtre? Comment vous êtes aux affaires depuis combien de temps maintenant? Je suis maire depuis 2013. 2013, etc. Et vous avez une révélation en prenant ce poste-là, où vous vous êtes dit, je prends une succession, je prends une culture, je prends une identité d'une ville. Comment on l'a fait prolonger? Alors moi, j'étais maire adjoint de la municipalité. J'avais vu de belles politiques se faire. Mais moi, en 2013, j'ai voulu faire une politique différente qui est... mon seul objectif, c'est l'enfance, la petite enfance. Et j'ai deux politiques, deux jambes, une gauche, une droite, une sur le sport et l'autre sur la culture. Donc j'ai massivement investi sur la culture et massivement investi sur le sport. À titre d'exemple, dans la crèche, la motricité est faite par des sportifs, ou bien lorsqu'on fait les spectacles de fin d'année dans les écoles, c'est fait par la troupe de théâtre. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai une addition de politique, j'ai voulu traduire ma priorité qui est d'un côté l'enfance et de l'autre le bien vieillir, et les traduire par ces différents domaines-là. Et c'est vrai que pour faire du théâtre, il faut une bonne motricité, quelque part. Donc les deux peuvent être effectivement connexes. Ça paraît évident. Difficile aussi d'appréhender, vous l'avez dit, depuis 2013, on a eu l'occasion d'en discuter avant ce forum, la multiformité, la protéiformité en quelque sorte du mouvement sportif. On met de plus en plus, comme votre dame, je veux dire, c'est basket, on va courir, et puis on ne croise jamais un responsable d'un club fédéré, une association, un gymnase. Voilà, on joue même dans les city parks avec son propre ballon, etc. C'est compliqué de quantifier ça ou c'est pas grave? C'est difficile à quantifier, mais déjà, le premier défi, c'est un, de s'en apercevoir, et deux, d'essayer de trouver une réponse. Très souvent, la tendance historique que nous avions, c'était de nous retourner vers nos associations et les clubs sportifs qui sont la cellule de base. Et c'est souvent au gré de rencontres individuelles ou de drôles de hasard qu'on a pu avoir connaissance de demandes qui ne sont pas fédérées. Et par définition, elles ne sont pas fédérées, donc elles n'ont pas de porte-parole. Donc il faut vraiment qu'on intègre ça. Le sport à l'ancienne est terminé et il faut que nous puissions répondre à tous nos habitants. Et dans nos habitants, il y a aussi ceux qui ne veulent pas être encadrés, fédérés pour la pratique sportive. Merci beaucoup, monsieur le maire de Chambly. Mamie Houdet, est-ce que les restrictions budgétaires liées à l'augmentation, par exemple, des flux ou autres, à la difficulté de tenir finalement, de financer, vous pouvez rester assise si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est pas une obligation de venir dans le cercle, en quelque sorte, sur le ring. Voilà. Donc, est-ce que tous ces éléments-là, la difficulté à faire vivre ces équipements, ça vous pose aussi un certain nombre de questions sur le fait de faire perdurer cette politique-là? Bien, je pense que la marque de fabrique d'un maire vis-à-vis de ses habitants, c'est de poser des actes. Donc après, nous, on évoque la notion de valeur, on évoque la culture du sport, mais quand on est en commune, il faut des réalisations. Qu'est-ce que son maire et ses élus font pour ses habitants ? De quoi bénéficient les habitants? Et c'est là que nous, notre rôle quand même, c'est dans les priorités des budgets quand ils arrivent, eh bien, qu'est-ce qu'on y accorde à la délégation du sport? Quelle est la place dans notre commune financièrement? On fait la lecture à travers le budget d'une commune des priorités des politiques de son maire et son équipe municipale. Donc c'est vrai que pour nous, on connaît, et ça a été dit tout à l'heure, que le sport, les Jeux olympiques, le sport en direction de tous, hein, je veux dire aussi bien le public fragilisé que les seniors, les petits, on sait que c'est intergénérationnel, donc forcément on va y mettre les moyens à notre niveau. Mais aujourd'hui nos communes n'est plus en capacité d'avoir de l'autofinancement
sans les partenaires financiers qui sont incontournables. C'est-à-dire les départements, les métropoles, même des fois la région, puisque à travers les Jeux Olympiques, ça a été dit, ça permet d'avoir des travaux dans sa commune qui n'auraient pas pu être envisagés s'il n'y avait pas cette opportunité, j'allais dire. Et on est obligé de prendre aussi en compte que des fois, les clubs, c'est nous qui délibérons les subventions nécessaires à la vie d'un club. Donc c'est une enveloppe supplémentaire. Et forcément, plus un club a d'adhérents, ou ne serait-ce que de personnes qui pratiquent. Et aussi, on a un devoir que dans nos dossiers de subvention, on a cet accès à tous. Donc ça veut dire des heures d'ouverture supplémentaires auxquelles on doit prendre en charge les frais de fonctionnement, d'éclairage, de sécurité. Certains clubs sont amenés, aujourd'hui en France, d'après ce que j'ai pu comprendre, à payer aussi un certain nombre de dépassements de budget liés à l'augmentation, par exemple. C'est un vrai choix. Voilà, c'est ce que j'ai. Voilà. C'est un vrai choix politique propre à chacun sur la participation quand on occupe des locaux. Cette problématique, je pense qu'on a tous eu dans nos communes quand on a vu bien la hausse des fluides qui était assez conséquente. Et de notre côté, si on souhaite soutenir le tissu associatif sportif, eh bien, il ne faut pas que ça soit un frein pour eux aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les clubs, c'est des bénévoles. C'est important aussi de dire que on leur en demande des fois, même dans les dossiers eux-mêmes pour avoir des subventions. C'est du secrétariat, je vais être concrète dans mes propos. Je veux dire, ça veut dire des personnes qui montent des dossiers, qui prennent le temps de travailler bénévolement pour avoir un retour de subvention aussi dans le club. Ce qui n'est pas le cas de tous les clubs, parce qu'il y a des petits clubs qui n'en ont pas les moyens, ne serait-ce que d'instruire un dossier. Même s'il y a un allègement sur des guichets uniques sportifs, même si nos services à nous, nos directions, les accompagnent justement à constituer des dossiers, mais bien souvent, c'est la commune qui est quand même porteur, puisque c'est nous qui possédons les structures sportives et qui avons à charge le fonctionnement. Moi, je ne suis pas favorable à ce que par moment, ils aient une participation dans le contexte énergétique aujourd'hui, oui. Mais normalement, pour le soutien, chaque maire essaye de prendre en compte qu'il n'y ait pas de coût pour le président et ses adhérents, et personne ne le fait. Voilà. On va voyager un petit peu. Je vous reprends le micro, Miceli Oudé. Merci beaucoup pour cette intervention. On va aller à La Réunion. Vous venez avec moi ou vous restez assis? Si on va à La Réunion, je vous rejoins dans le soleil. Bien sûr, de fait. Merci d'être là. Olivier Faure, adjoint au maire de Petite-Île à La Réunion. Parlez-nous donc de ce projet de piscine naturelle que vous portez. Est-ce que c'est une réponse à la difficulté de trouver des financements pour ce type de projet assez onéreux, c'est moins qu'on puisse dire, tant sur le plan de la construction que du fonctionnement? Alors, comme tout bon politique, je vais commencer par ne pas répondre à la question que vous me posez. Et je vais faire un petit commentaire. Oui. Un petit commentaire sur ce que disait David Lazarus tout à l'heure, sur les priorités du rattrapage des structures sportives en ZRR et également en QPV. Je crois qu'il y a un point qu'il ne faut surtout pas oublier, puisque la population domienne représente maintenant 5% de la population française et qu'il y a un très très gros retard à rattraper, c'est la structuration des équipements sportifs dans les DOM. Donc il faut vraiment en prendre conscience. À titre d'exemple, à La Réunion, 875 000 habitants, on n'a aucun court de tennis couvert, par exemple. Alors ça peut paraître anodin, il fait beau, il y a du soleil, comme ici, c'est merveilleux, mais il fait aussi trop chaud, et on a du coup des plages horaires qui n'attirent aucun sportif et qui sont même dangereuses. Donc maintenant, je vais revenir à votre question. Effectivement, à Petite-Île, on a fait le choix, à un moment, de répondre à une commande publique, qui est celle de l'État, qui est la nécessité d'apprendre à nager et du savoir nager pour l'ensemble de nos élèves de cours moyens. Et on avait la possibilité, évidemment, de faire une piscine. Mais une piscine, ça s'accompagne d'un budget de fonctionnement qui est de l'ordre de 600 à 800 000 euros, d'après ce qu'on avait calculé, annuellement.
Et dans les Outre-mer, on a eu la mauvaise habitude d'avoir des budgets de fonctionnement qui sont déjà extrêmement importants par rapport à des communes de même strate dans l'Hexagone. Donc pour nous, il était hors de question de rajouter une somme aussi importante à notre budget communal, puisqu'on est une ville de 13 000 habitants à peu près. Donc le choix qu'on a fait, c'est d'essayer d'utiliser notre géographie. Et on a la chance, prenez vos billets d'avion, d'avoir la plus jolie plage de l'île à Petite-Île, une plage paradisiaque avec des cocotiers sur le sable blanc. Et on a un premier bassin qui avait été aménagé il y a quelques années et qui était devenu complètement obsolète. Et l'idée, donc, c'est de le doubler, d'en faire un bassin de 6500 mètres carrés. Et dans ce bassin, d'utiliser un espace qui va être un bassin d'apprentissage de la natation. Donc, voilà. C'est ouverture, enfin, pour bientôt. Enfin, le projet est en cours de réalisation. Non, mais c'est pas parce que c'est dans la mer que c'est fait, quoi. Absolument pas de mettre des bouées autour. Non, parce qu'évidemment, ça pose bien d'autres difficultés. Construire une piscine, on sait faire. À partir du moment où on a le foncier, ça va relativement vite. On maîtrise les choses. Travailler sur une zone littorale, en pleine mer, en espace naturel sensible, avec des ravines qui arrivent jusque-là, avec des problèmes de courantologie, avec tout un tas de choses qui sont importantes à prendre en compte pour que le projet ne soit pas raté. C'est évidemment de très nombreuses études qui durent longtemps. Donc on arrive au bout. On peut annoncer des débuts de travaux à la fin de l'année 2024, puisque le plan de financement est fait également. Mais on a autre chose à l'île de la Réunion, là aussi du tourisme, c'est les baleines à bosse qui viennent maintenant autour de notre île et qui sont présentes jusqu'à la fin du mois d'octobre. Oui. Ce qui fait qu'on se retrouve dans l'obligation de respecter ce cycle naturel des baleines et de ne pouvoir faire des travaux qu'entre le mois d'octobre et le mois d'avril, au moment où on a les cyclones. De fait. Donc c'est un peu compliqué et on risque d'avoir une construction qui va durer. Qui va durer. Mais comme on le sait, les territoires ultramarins sont résilients, c'est le terme qui revient très régulièrement, très innovateurs aussi compte tenu de tous ces éléments. Vous êtes le président de la conférence régionale du sport à La Réunion. Vous pouvez juste rappeler à quoi sert cette instance déjà, parce que ça permettra au maire de le savoir, et comment décrire son action concrète. Alors, je viens d'être élu président de la conférence régionale des sports, puisque... Mais c'est pas à cause des baleines, non. Pas du tout à cause des baleines, à cause d'une volonté dont je suis le vilain petit canard, de demander à l'État, et Frédéric Sanor est dans mon dos, donc il connaît bien le problème, de demander à l'État de toujours avoir le réflexe outre-mer. Il n'a pas ? Pas toujours. Pas toujours. Hein. Il l'a bien souvent, bien sûr. Mais il s'est passé la chose suivante, c'est que le décret d'octobre 2020 qui instituait les conférences régionales du sport les ont instituées avec une façon de voir les régions pluridépartementales. Or, la Réunion et la Guadeloupe sont deux régions monodépartementales. Et du coup, la façon dont le décret prévoyait la représentativité des collectivités faisait qu'on se retrouvait à La Réunion avec des collectivités locales, un département et des EPCI qui, à notre sens, n'avaient pas droit à la parole. Donc quel intérêt d'aller dans une conférence régionale du sport qui a pour objet la mise en place d'un projet sportif territorial, c'est-à-dire de donner de la cohérence à une politique sportive régionale, si on ne peut pas, nous, les plus grands financeurs du sport, ceux qui sont en première ligne de l'ambition sportive française, avoir un droit de parole au sein de ces conférences. Donc en gros, ces conférences, c'est la mise en place d'un projet sportif territorial qui va définir les grands axes et les grands thèmes qui seront par la suite financés au niveau de la conférence et des financeurs. Très bien, le message est passé auprès de M. Sanor, on lui posera éventuellement la question, parce que pour filer la métaphore sportive, il faut que je sprinte un petit peu, j'ai l'impression que je regarde Léo, il est où Léo? Ben, il n'est plus là. Enfin, voilà, parce que bon, il faut qu'on parle à tout prix des politiques inclusives. Merci, monsieur le maire, vous restez là, vous reviendrez un peu plus tard pour votre intervention. On va passer à la séquence
du sport comme levier des politiques publiques. Et donc, on avait évoqué avec vous déjà, Monsieur Gnabali, on y reviendra, sur ce que vous faites en cette matière-là. Je vais peut-être aller vers Bertrand Ringot, même sûrement, j'allais dire, que certains, les plus férus de sport, connaissent, puisqu'il a été un des rameurs émérites de cette nation. Donc, restons modestes, mais quand même. Donc voilà, avec un certain nombre de titres remportés à une certaine époque. Donc effectivement, le sport pour vous, c'est une histoire de vie. Et il n'est pas étonnant qu'en tant que maire de Gravelines, lorsque vous avez été élu à ce poste-là, vous en fassiez une priorité. C'était déjà le cas? Il y a une culture sportive dans votre ville? Alors c'est vrai que pour ma part, moi je suis arrivé à Gravelines parce que j'étais sportif en aviron, donc je peux le préciser. Donc la ville a toujours été très sportive. À mon prédécesseur Albert Danvers avait vraiment développé le sport tous azimuts, notamment le basket. On a la chance encore d'avoir une équipe qui évolue au plus haut niveau. Donc forcément, quand je suis devenu maire en 2001, c'était, bon, à titre personnel déjà, j'accorde beaucoup d'importance à la pratique sportive, au développement de la pratique sportive. Et puis aussi pour la ville, j'ai vraiment voulu poursuivre le travail qui avait été entrepris, l'approfondir sur plusieurs axes. On parlait tout à l'heure du sport équipement, mais aussi le sport extérieur. Donc ça passe par l'environnement. Donc j'ai essayé aussi de faire un environnement avec des chemins pour courir, des chemins pour faire des VTT. Ensuite, je me suis attaqué aux équipements. Donc je rejoins tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Il y a un effort de rénovation, de modernisation des équipements, voire de déconstruction de certains équipements. J'ai pris la décision de déconstruire plusieurs équipements pour en conforter d'autres, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a aussi l'encadrement. Moi, si j'ai fait de l'aviron à haut niveau, c'est parce que j'ai eu des éducateurs qui se sont bien occupés de moi. Donc je sais l'importance, au-delà des équipements, du rôle des éducateurs. Donc j'ai essayé de conforter les éducateurs dans les clubs ou dans mes services des sports. Et puis, autre volet que j'ai peut-être davantage développé, c'est les événements. Parce que les événements permettent d'aller chercher d'autres financements. Parce qu'on a parlé des financements et des financements publics, mais voilà, ils ne sont pas... Mécénat sportif, oui, des partenariats au-delà, donc des conventions avec des grandes entreprises, accueillir les salariés. Il y a le sport corpo aussi, il ne faut pas l'oublier. Enfin, il faut essayer d'aller chercher d'autres financements, et le levier des événements est un levier qui est intéressant et qui peut amener beaucoup de choses. Donc il n'y a pas finalement deux mondes qui ne se regardent pas, qui sont silotés comme ça, les clubs fédérés et puis les pratiques un peu spontanées, en quelque sorte. Tout ça peut se rejoindre notamment à travers des événements comme J'ai eu cela. beaucoup de pratiques spontanées sur ma commune qui ont fini par se fédérer. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, les gens finissent par quand ils ont la même passion. On se WhatsApp. Ils finissent. Je vois, il y avait des coureurs, ils n'étaient pas dans un club, ils faisaient du trail. Ils ont fini par faire une association pour le trail. Il y en avait qui faisaient du long-shot, ils n'étaient pas fédérés, ils ont fini par se fédérer, ils ont fini par faire une association de long-shot. Bon, je dirais que les Français, je pense, la dynamique associative, c'est quand même, en tout cas dans mon secteur, et je pense de manière générale dans la région, et je pense aussi ailleurs, c'est assez dans les gènes quand même, la pratique associative. Et moi, je crois aussi beaucoup à la pratique associative. Encore une fois, peut-être lié à mon expérience personnelle, parce que l'expérience de vie d'un collectif, d'un club, les remorques, les déplacements, la vie en société, la mixité. Les troisième mi-temps. Oui, également, plus tard. Mais quand je dirais que tout ça, ça fait aussi l'éducation, ça construit quelque part. Et moi, je suis aussi attaché au club. C'est pour ça que j'ai toujours aussi aidé les clubs, et j'ai aussi aidé les dirigeants à prendre des responsabilités, que ce soit au niveau local, parce que pour avoir des événements dans des disciplines, encore faut-il que vous ayez des présidents de clubs qui vont chercher des responsabilités départementales, régionales, voire nationales. Nous avons la chance d'en avoir sur Gravelines, dans le domaine de l'aviron, on en a eu dans le domaine de la voile. Enfin, voilà, donc j'essaie de les encourager aussi à prendre des responsabilités à des échelons supérieurs, et puis aussi de faire progresser les jeunes, d'intégrer les jeunes. On travaille aussi sur les points faibles. Le sport au féminin, la pratique féminine était insuffisante. En quoi le sport au féminin est un point faible, monsieur le maire? Par rapport à la pratique. Donc on s'était aperçu qu'il y avait une prédominance, entre guillemets, une majorité masculine. Donc on a essayé de faire en sorte de rétablir les choses. Sur le handicap, on a aussi fait... Comment ? Non, mais c'est pas que je m'intéresse plus particulièrement, en l'occurrence, à cette question du rehaussement de la pratique féminine, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait on a créé un office municipal des sports qui a travaillé sur différentes thématiques où on avait identifié des manques, des vides ou des insuffisances.
Donc sur le handicap, on avait des équipements insuffisamment accessibles. On a aussi voulu favoriser, on a un club handisport de basket, on n'en avait pas précédemment, on l'a favorisé. Sur la pratique sportive au féminin, on a fait des épreuves, on a fait membre un triathlon féminin. On a voulu aussi la triatelle, on l'a appelé ça d'ailleurs à l'époque, la secrétaire d'État était venue sur Gravelines avec des petites distances pour inciter des personnes qui n'avaient peut-être jamais fait de sport ou à ce niveau-là à se lancer dans une discipline sportive. Donc on a essayé de rectifier les endroits où on avait des failles avec les clubs, avec l'Office municipal des sports. On le verra tout à l'heure avec Florence Ville, qui est adjointe au maire de la ville de Niort et qui nous le rappellera. Finalement, à chaque étage des politiques publiques ou autres, vous y mettez du sport, le handicap, l'insertion professionnelle. On le verra aussi avec Mohamed Glabali. Il y a une manière de jouer avec le sport qui permet effectivement de faire émerger un certain nombre de dynamiques chez la population. C'est vrai aussi pour la culture. On fait aussi beaucoup de choses pour la culture. Bon, la semaine dernière, j'étais avec Pôle emploi, par exemple. Pôle emploi a fait une initiative intéressante, je tiens à en parler. Ils ont réuni des chaînes d'entreprise et des demandeurs d'emploi, aussi des gens éloignés de l'emploi, qui sont au RSA. Ils ont joué au basket toute une matinée sans savoir qui était qui. Et puis après, ils se sont dévoilés et après, il y a eu des entretiens de recrutement. J'ai trouvé l'initiative intéressante. Donc, elle s'applique aussi à l'insertion. Donc, pour bien favoriser son insertion professionnelle, il faut bien savoir jouer au basket. Oui, par exemple, ils avaient choisi. C'est une piste. Ils avaient choisi le basket. Ils avaient choisi le basket. Ils auraient pu prendre une autre discipline. Mais bon, c'est vrai que le basket, c'est vrai que c'est assez ludique et c'est assez accessible, même si on n'a jamais beaucoup joué, même s'il y a des niveaux différents, on arrive quand même toujours à se passer le ballon et à tirer au panier. Donc c'est assez accessible comme discipline. Donc oui, on essaie de faire en sorte, ça crée un tempérament. Bon, après, disons-le aussi, le sport, faire rayonner le sport d'une ville, c'est l'attractivité. Donc on travaille aussi beaucoup sur l'attractivité. Pour nous, c'est important aussi. On est une ville aussi industrielle. On ne veut pas être une ville qu'industrielle. On veut aussi être une ville sportive, touristique. Et quelque part, le rayonnement sportif nous fait beaucoup de bien. Bien sûr. Et puis c'est aussi l'antichambre, en quelque sorte, d'une réflexion sur l'aménagement des espaces publics pour permettre effectivement à ces sportifs de profiter d'une ville plus apaisée, etc. Vous perdez des électeurs automobilistes, mais vous en gagnez du côté sportif. Oui, et puis surtout la jeunesse, quoi. Je veux dire, la jeunesse, il faut qu'elle se dépense, il faut qu'elle s'emploie dans les clubs. C'est quand même un élément aussi essentiel de développement personnel. Merci, monsieur le maire, pour ce témoignage. Je vais vous garder le micro et je vais le tendre à madame Florence Ville, qui peut rester assise, il y a un choix. On marche un petit peu, ça nous fait faire du sport. Voilà. Donc, vous êtes adjointe à la ville de Niort. Le titre de votre délégation parle de lui-même. Il est précisé que vous êtes délégué au sport santé, handisport, au sport dans la ville, à la vie associative, à l'animation socio-culturelle. Waouh, il y a tout ça dans votre portefeuille. C'est cohérent. C'est cohérent. C'est cohérent, allez-y. Déclinez-nous cette cohérence en quoi finalement entre l'animation socio-culturelle et la pratique sportive, il y a un lien. Il y a des passerelles de toute façon. Il y a des passerelles entre toutes les politiques. Lorsque vous m'avez sollicité pour venir, en réfléchissant, très vite, on s'aperçoit que quelle que soit la politique, que ce soit la politique sociale, que ce soit la politique jeunesse, que ce soit la politique sur le handisport, la politique économique, le tourisme, je dois en oublier un certain nombre, la santé, les seniors, eh bien, on peut mettre du sport partout et il y a du sport partout. C'est lorsqu'on organise des grandes manifestations sportives, qu'on fait venir comme à Niort plus de 4000 coureurs pour un semi-marathon une fois par an et qu'on a tous les week-ends d'octobre à mi-novembre des courses, l'hôtellerie fonctionne. Tout le tissu économique local va fonctionner. Quand on organise des championnats de France d'escalade en vitesse, c'est tout le tissu économique. Qui est touché. Championnat de France élite athlétisme, c'est pareil. D'accord. Et tout ce qui est du domaine, bien sûr, de la prévention pour la santé. J'ai eu le plaisir d'animer récemment en Lozère, qui est donc le département le moins peuplé de France ou autre, où il y a une maire extraordinaire qui avait le sens de la punchline, comme on dit, qu'on adore, nous, les journalistes, et qui m'a dit, vous savez, avec le nombre de médecins généralistes qu'on a aujourd'hui en Lozère, il vaut mieux qu'on réfléchisse pas trop et qu'on travaille sur la prévention. À Niort, je suppose qu'il y a un peu plus de médecins généralistes, peut-être qu'en Lozère, quoique.
à vous de le dire. La prévention, ça peut être un élément. Je n'ai pas d'élément pour comparer Niort à la comparer tout ça. Lozère. Mais la prévention, ça peut être tout simplement un bon élément pour être en bonne forme et ne pas aller chez le médecin généraliste. La prévention, c'est effectivement, de mon point de vue, un élément. Dans cela, nous, à Niort, on a un slogan qui est Niort, ville de tous les sports et du sport pour tous. Et dans ce cadre-là, la santé est un élément fondamental. Aujourd'hui, on le voit, 2024, grande année pour le sport. Il faut se bouger. Donc nous avions mis en place depuis juste avant le Covid une manifestation qui s'appelle Niort en forme, qui était venue, Alain Calmat était venu la présider pour la première année en nous présentant son dictionnaire du sport. Et c'était extrêmement intéressant. Donc on a continué comme ça à essayer de sensibiliser les Niortais au sport en faisant aussi intervenir des associations, puisqu'on a 125 clubs sportifs et d'autres associations, en les faisant intervenir pour inciter les gens à pratiquer, y compris en handi. Mettre des personnes valides dans un fauteuil handi, c'est aussi intéressant. Donc cette année, nous allons reconduire aussi encore cette manifestation sur une journée avec des ateliers. On n'a pas encore déterminé tout à fait le format. Marie-Amélie Le Fur, a priori, m'a donné son accord pour parrainer cette manifestation. L'objectif, c'est de faire bouger les gens. Alors, on parle de sport, mais moi je parle aussi d'activité physique. Dans les écoles, c'est de l'activité physique. Les jeunes, c'est aussi de l'activité physique. Les seniors, il faut aussi qu'ils se bougent, parce que plus on va les garder mobiles, plus longtemps ils resteront à domicile, plus tard ils intégreront les EHPAD. Et les économies sur la santé du pays sont, à mon avis, importantes. Alors nous avons mis en place un système qui est ancien à Niort, qui s'appelle l'ANIOS. Alors à l'origine, c'était des activités niortaises d'insertion par le sport. Ce sont des activités que... Qui datent de quand? C'était quand ça? Je dirais au moins 30 ans. Okay. Au moins 30 ans. Ces activités ont été négociées avec les clubs sportifs. Nous rémunérons les clubs sportifs. Nous proposons aux familles de bénéficier à titre d'essai de 2 activités sportives par an, moyennant un tarif calculé sur les coefficients familiaux. Et nous sommes en train de faire la même chose pour le sport senior. Donc, et aujourd'hui, pour que ces enfants puissent en bénéficier et que le plus grand nombre d'enfants puissent en bénéficier, nous avons ouvert plus largement vers les quartiers qui sont en politique de la ville. Nous avons 3 quartiers en politique de la ville aujourd'hui, parce qu'on s'est aperçu que les enfants, c'est dans les quartiers politiques de la ville que nous avons le moins de licences sportives. D'accord. Donc ça, alors il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur, on ne connaît pas, on n'y va pas, difficile de sortir du quartier. Il y a le problème des transports, parce que même si nous avons un réseau de transport gratuit, aller chercher des gamins le soir à 22h, c'est pas évident. Donc il y a tout ça qu'il faut réfléchir. D'accord. Merci Madame l'adjointe pour toutes ces précisions. Vous restez encore avec nous. Il nous reste peu de temps, mais je vais quand même aller voir Mohamed Nabali qui va venir vers nous pour évoquer la situation dans sa commune de 9000 habitants. Vous passez pour un des maires les plus actifs en termes de politique inclusive. C'est-à-dire qu'un habitant qui sort chez lui dans votre commune, il est forcément à un moment ou à un autre happé par cette envie de faire du sport. Comment rendre ce désir sportif si fort chez vous? Alors, ça reste relatif. Ça reste relatif. Par rapport à ce qui est dit. Voilà. D'autant plus que quand on vit dans un village, je pense que ça se joue différemment. Avant de répondre à la question, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Sylvie, qui faisait écho à ce que je vis à l'île Saint-Denis. Moi, il y a un gap qui peut répondre à cette question qui est important. Il y a l'ambition de la commune et l'ambition des clubs. Il y a le sujet de comment on met en harmonie l'ambition de la commune et l'ambition des clubs, et notamment sur nos capacités à pouvoir développer le sport et notamment faire du sport inclusif sur nos communes. Moi, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage. Par exemple, j'avais un club de foot qui voulait tripler ses licenciés, et je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a assez de terrain de foot pour pouvoir tripler cela? Et très vite, je me suis rendu compte que le premier sujet, c'est de construire un projet territorial avec les sportifs,
et les corps intermédiaires pour être sur la même longueur d'onde et de se dire voici nos capacités réelles, il faut les mettre en phase avec nos ambitions. Voilà. Donc ça se passe, voilà, c'est le socle il est là, quoi. Le socle il est là. Le C'est, socle il est là, mais avec énormément d'intérêts divergents, vous pouvez l'imaginer, j'imagine. entre les velléités de chaque club de développement et les enjeux de la commune d'économie ou de maintien et de contraintes budgétaires, etc. Ensuite, par rapport à cette question-là, nous, on a travaillé sur différents sujets, un peu comme ce que tu viens de développer. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, 75% de ma population vit en QPV, dans le logement social. Donc, pour nous, notre réflexion, c'était comment on ramène le sport dans les quartiers. On a choisi un opérateur que la plupart d'entre vous connaissez, Sport dans la ville, avec cette ambition et cette vocation de créer des city-stades et des activités dans les différents quartiers. Ensuite, on a travaillé à la mise en place d'équipements sur nos espaces publics et dans nos parcs pour permettre les activités physiques et sportives libres. Voilà. Et ensuite, on a travaillé à municipaliser, c'est assez bizarre, à municipaliser certains sports. Exemple, on a municipalisé musculation fitness. Pourquoi ? Avec vocation de mettre en place une tarification dégressive selon les populations. Exemple, moins X% pour les jeunes, moins Y pour les femmes, moins Z pour les seniors. Et de se dire comment on arrive à avoir des politiques publiques attractives pour des populations qui sont peu sensibles aux mécanismes des clubs. C'est ça, mais donc l'idée était là, c'était concurrencer l'équipe cool et autres machins en bois, où il faut une petite cotisation qui n'est pas très élevée non plus, mais pour certaines personnes, c'est pas difficile. Donc, vous êtes lancé dans la municipalisation des salles de sport. C'est ça. Avec des éducateurs, je suppose, Exactement. Des fonctionnaires territoriaux, des agents. À l'intérieur de nos équipements publics, voilà, et avec cette idée qui est prendre l'axe santé et cohésion sociale et mixité des publics à travers nos politiques publiques. Sur la mixité, est-ce que l'idée est exposée tout à l'heure par Bertrand Rengo, de M. Rengo de faire des matchs de foot comme ça entre des patrons et des futurs employés? Je vais très vite, ça vous parle? Alors, on en fait aussi, pas aussi loin, donc je note et je viendrai voir avec plaisir. Voilà, le message aussi, c'est de prendre les bonnes pratiques. Tu peux jouer, hein, si tu as tes crampons, tu peux rentrer. Si tu veux. Le message, c'est de prendre les bonnes pratiques chez les collègues. Donc, j'irai prendre. Mais ça peut exister, ce genre de... Ça existe. Juste une dernière question, vraiment. Est-ce que tu es allé chercher un peu avec les dents, pour reprendre une expression un peu célèbre, tous ces éléments qui font que les JO, ce sera une fierté sur ta commune? Est-ce que c'est un projet que tu avais en tête dès l'annonce de la candidature? Pour le prendre totalement à l'envers, moi je dirige une ville écologiste qui est en responsabilité depuis 2001 et qui est l'une des premières listes citoyennes de France depuis 1995. Les Jeux Olympiques, c'était pas sexy pour nous, très clairement. Voilà, on l'a rendu sexy, et comment on l'a rendu attractif, c'est les Jeux Olympiques pour transformer la ville. C'est comme ça qu'on l'a porté. Ouais, et, voilà, et je pense qu'aujourd'hui, ce que retiennent les gens, c'est on va faire la fête dans la fête. Mais quand tu es allé tester tes premiers bailleurs, excuse-moi, c'est un domaine que j'aime bien, que tu es allé voir ton écosystème, que tu as dit oh, génial, on va tous monter dans le bateau olympique, ils t'ont dit waouh, qu'est-ce qu'il a? Non, en fait, la force des Jeux Olympiques, c'est que ça crée une certaine magie. Voilà, et que j'ai compris très vite que c'était un bon curseur pour faire rentrer tout le monde dans le bateau. Voilà, et donc je m'en suis servi comme effet de levier. Sous l'approbation, bien sûr, des 3 coprésidents de ce forum, je vais aller chercher quelques questions dans le public de maires ou autres pour les faire réagir. Nous avons une dizaine de minutes à passer. Bien entendu, il faut que des doigts se lèvent ou sinon ça sera à peine perdu en ce qui me concerne. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une envie de prolonger, d'évoquer un témoignage? Je viens vers vous. Normalement, il y a des micros mais ça me fait marcher. Bonjour, Nordine Gendez, maire d'une commune d'Ambarès dans la métropole bordelaise. Et je voudrais vous parler des ambitions effectivement des communes comme la nôtre qui veulent mener des politiques volontaristes en matière sportive, qui rencontrent les mêmes problématiques où leurs équipements pour près de 35-40% sont en souffrance et pour lesquels il est nécessaire d'avoir une vision pluriannuelle de programmation.
mais des villes qui se sentent un peu abandonnées parce qu'elles sont en dehors des territoires politiques de la ville, qu'elles ne sont pas aussi dans les territoires petites villes de demain ou de redynamisation rurale, et pour lesquelles, en plus, les difficultés rencontrées par les conseils départementaux font que les assiettes financières sont de moins en moins importantes. Et donc, moi, je voudrais alerter effectivement les parties prenantes et les décideurs pour effectivement rééquilibrer et accompagner aussi nos territoires qui sont en souffrance et qui veulent mener des actions volontaristes. Merci, monsieur quoi, le maire, l'élu, non, le maire, monsieur, merci monsieur le maire. C'est vrai qu'il faudrait inventer presque un zonage pour les villes qui ne sont pas dans des zonages, en quelque sorte. Je veux dire, Frédéric Sanor, là-dessus, il arrive qu'on n'ait pas... juste une petite question aussi sur les Outre-mer. Vous venez d'ici, ou vous... je vous laisse... Alors, je ne sais pas où sont passés les micros. Tiens, voilà, il y a Mohamed qui le garde. Voilà. Juste sur cette question-là, peut-être, et puis après... Oui, sur, oui. Alors, effectivement, de nombreux dispositifs... nationaux sont tournés vers les territoires dits prioritaires, QPV, ZRR, comme on les appelle, pour un constat simple aussi, hein, c'est que l'État, dans un principe aussi de rééquilibrage et de résorption des inégalités territoriales, se tourne vers les territoires les moins dotés. Et on a encore beaucoup moins d'équipements sportifs, beaucoup moins de licenciés dans les territoires identifiés comme QPV ou ZRR. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de répondre à cet enjeu-là pour rééquilibrer au mieux. Pour autant, on a entendu ce message depuis 2 ans maintenant. Premier plan 5000 terrains de sport, la première année était exclusivement tournée vers les QPV et les ZRR. C'était 2200 équipements soutenus. Dès la seconde année, on a ouvert à tous les équipements. Et donc 2300 équipements complémentaires pour l'ensemble des territoires, ce qui sera le cas pour le nouveau plan également jusqu'en 2026, où il y a une priorité dans l'analyse des dossiers sur les QPV et les ZRR, mais une éligibilité de l'ensemble du territoire national, hexagonal bien sûr comme ultramarin. Là-dessus, donc vous avez déjà un peu répondu, vous avez prononcé le mot magique, il y a toujours une approche, je veux dire, des spécificités ultramarines, on dit ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une personne à l'agence qui traite de ces dossiers en particulier? Alors, on a bien sûr des référents, mais ça fait partie de l'ensemble de nos dispositifs. C'est-à-dire que quand on finance des clubs, on finance des clubs dans la Creuse, comme à La Réunion ou en Guadeloupe. Quand on finance des emplois dans le sport, on finance des emplois en Martinique, comme on peut le faire en Ardèche. Idem sur les équipements sportifs, avec là aussi plus de zonage, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes classifications territoriales, et puis même des décloisonnements financiers. C'est-à-dire que lorsque des fois, on peut accompagner jusqu'à 20% de cofinancement, voire 80%, pour les Outre-mer, il nous arrive d'aller jusqu'à 100% de cofinancement, et en élargissant également les types d'accompagnement. Donc on essaye d'intégrer les spécificités. Alors il y a autant de spécificités que de territoires d'outre-mer, parce qu'un territoire d'outre-mer ne ressemble pas forcément à un autre territoire d'outre-mer, et on a encore à accompagner, à être en proximité, d'où ce travail effectivement avec les conférences régionales du sport, conférences des financeurs, pour que ça nourrisse aussi la précision et la réalité de notre politique sportive nationale. C'est ça l'enjeu d'associer un dialogue permanent, c'est qu'on ne soit pas à côté de la plaque et qu'on ne ponde pas des dispositifs nationaux qui répondent à aucun enjeu. Il reste 5 minutes, donc voilà, une intervention ici, et puis on va pas tarder à conclure, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Donc je me présente Jonathan Tarihaa, maire d'une commune associée de Tahiti, Vairao, qui est une commune proche de Teahupo'o, où va se dérouler les épreuves sportives du surf à Teahupo'o. Donc c'est un honneur et en même temps on vous dit merci par rapport à ce qui va se passer pour l'année prochaine pour les Jeux Olympiques. Donc ma question c'était, donc c'est une commune de 8500 habitants du côté de Tahiti, Polynésie française, à 20 000 km de la métropole. Donc là, nous avons cet événement chez nous, à Tairapu Ouest. Ma question, c'est de savoir quel héritage pourrait justement bénéficier cette commune, puisque les surfs vont se dérouler chez nous. Oui. Il y aura une belle tour de juge qui sera installée
Mais voilà, donc... Qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce Voilà. qu'on va bénéficier après? Et c'est justement l'intérêt que je puisse rencontrer, si possible, M. Frédéric Sano, puisqu'il vient de se présenter par rapport à l'Agence nationale du sport, et que c'est là, c'est intéressant où on peut... C'est ça. Merci. Voilà, merci pour le témoignage, bien sûr. Il y a effectivement des équipements, et puis après, il faut les capitaliser d'une certaine manière. Mais là-dessus, c'est aux collectivités, aux clubs, aux acteurs locaux de s'impliquer, ou est-ce que l'agence poursuivra un travail d'accompagnement en quelque sorte? Non, on a un enjeu collectif, on a des responsabilités nationales, donc il faut qu'on partage sur tous ces points-là. Alors, on n'est effectivement pas l'Agence nationale du sport organisateur des Jeux olympiques et paralympiques. On n'est pas sur cette notion-là et sur ces prérogatives. Pour autant, la question des équipements, la question du développement associatif, du sport, de la place du sport, et puis des potentiels de médailles aussi, c'est un élément qui nous concerne pleinement. Et puis, peut-être de manière complémentaire, l'héritage des Jeux, c'est effectivement, on essaye d'y travailler depuis plusieurs années, avec parfois des impacts sur les territoires et leurs habitants. Et puis surtout, on va continuer à y travailler après, parce que le sport ne va pas s'arrêter en 2024, après les Jeux paralympiques et au moment de la cérémonie de clôture, et on sera encore là pour y travailler. Donc on doit y travailler dès maintenant, optimiser tout ce qui peut l'être, et effectivement se donner ensemble plus de dynamique et de motricité avec ce moteur que peuvent représenter les Jeux, mais surtout commencer à les enjamber pour penser à l'après et à la place du sport sur tous nos territoires. Donc à votre dispo, bien sûr. Merci Frédéric Sanor. Donc on va faire la conclusion avec les 3 coprésidents que je vais inviter à me rejoindre dans ce cercle solaire en quelque sorte. Merci à vous tous pour votre participation. Frédéric Sanor me susurrait à l'oreille tout à l'heure que l'espoir de médaille d'or, je pars sous votre contrôle, monsieur le directeur, en France. Non, pas que tout confondu quand même, tout confondu, était à 60 médailles. Donc imaginez par exemple, monsieur le maire de Chambly, qu'on crève ce plafond et que tout le monde souhaite devenir, je veux dire, un nouveau rameur. En fait, il y a une fonction d'exemplarité finalement, une flamme olympique, c'est le cas de le dire. Donc il va falloir adapter peut-être encore plus les équipements après les Jeux olympiques. Je ne sais pas si après les Jeux, on va avoir plus, puisque le constat aujourd'hui que l'on fait, c'est qu'après le Covid, après les années dures, aujourd'hui, cette année, pratiquement dans tous les sports, on a plus de licenciés qu'avant le Covid. Donc on voit bien déjà que ce phénomène a eu lieu. Parce que le titre, c'est des maires aux premières lignes pour le sport, mais pendant le Covid, on a été aux premières lignes pour essayer d'ouvrir la pratique sportive à un moment donné qui était essentiel. Donc le risque, c'est l'effet de déception, faute enfin, les licenciés seront là, mais pas les équipements. C'est un vrai travail. En général, il faut 1 an ou 2 avant de lisser la courbe. Très bien. Le mot de conclusion à vous aussi, Sylvie Missilet-Goudet, sur cette idée, quoi, finalement, que les Jeux Olympiques, ça peut être aussi un moment de relance d'une politique sportive. Oui, et puis pour ma part, pour compléter dans cette conclusion, j'insisterai sur quand même la place des femmes dans le sport. Sinon, je ne pourrais pas, en mes qualités, de rappeler que c'est important ces équipes féminines. C'est un très beau symbole, notamment sur des disciplines comme le foot, qui permettent à des petites filles, notamment dans certaines zones. C'est un lien social. J'en parlerai parce que dans ma commune, on est pilote d'avoir des équipes féminines, j'allais dire sur le foot, le tennis, c'est important. J'en profite aussi pour ouvrir ce petit volet sur le e-sport qui n'a pas été évoqué durant cette séquence. C'est-à-dire le sport digital et numérique aujourd'hui, c'est encore méconnu. Mais c'est du sport. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure le confrère, parce que ça fait des partenariats avec la mission locale et on travaille justement le e-sport et l'insertion. Et c'est pilote à ce niveau-là, au niveau de l'insertion, au niveau des seniors. Et surtout, ça ramène aussi le sport santé, parce que ça lutte contre l'obésité, qui est un fléau dans notre jeunesse. C'est pour ça que c'est important aussi de réinstaurer le sport avec la santé. Et ça permet le e-sport de les sortir
j'allais dire, de certains canapés pour rejoindre dans un premier temps le virtuel. Un autre canapé. Et après nos clubs. Voilà, d'accord. Le virtuel et après permet nos clubs, D'accord. parce que le e-sport a des très belles vertus et je pense que ça sera développé dans le temps. Écoutez, à découvrir. Donc voilà, le mot de la fin aussi à vous, Mohamed Gnabali. Donc vous ne pouvez pas faire plus, de toute façon, en termes de... Peut-être deux messages à mon collègue de Tahiti. Oui. À mon collègue de Tahiti, en termes de messages, moi, mon retour d'expérience, c'est que l'héritage, il faut le construire maintenant, en fait, en même temps que le projet jeu. Et par expérience, je dirige une ville de moins de 9000 habitants, un peu comme vous. Il y a des choses que j'ai refusé de prendre parce que je sais que dans le temps, je ne pourrais pas les assumer. Exemple, il y avait un héritage de piscine, de bassin, etc. Je leur ai dit non, je ne prends pas, etc. Et donc l'héritage, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il restera à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, comme infrastructure équipement. Et au bout du bout, ça dépend de votre projet de ville, de notre projet de ville, et comment on intègre cet héritage dans notre politique publique du sport. Ensuite, un autre héritage que je trouve intéressant par rapport aux Jeux Olympiques, pour conclure, je pense que les Jeux Olympiques nous ont obligés à travailler différemment. Moi, c'est le grand gain que je vois dans nos politiques publiques sportives, du national au local. On a appris à travailler différemment, plus en transversalité et plus en complémentarité pour être beaucoup plus impactant dans nos politiques publiques. Avec tout le monde. Avec tout le monde et toutes les politiques. Et ça, c'est chouette. C'était l'idée. Je vous demande d'applaudir tous les intervenants pour leur implication et pour ce forum qui, je vous l'espère, a apporté un certain nombre d'éclairages et d'idées pour les maires ici présents. Je laisse le micro à ma consoeur, je crois, ou à mon confrère, donc pour un forum donc destiné à la culture. Merci à vous. Et nous, on vous remercie aussi. Merci beaucoup.